Donc on peut partir sur la première mi-temps. Alors la première mi-temps, c'est très simple en fait, c'est discuter. On a vu plein de choses sur la première partie, les 10 questions. Et là, j'ai quelques sujets, forcément des questions qui me viennent en tête. Et la première, justement, tu parlais de levée de fonds juste avant. Et est-ce que pour tous les gens qui sont déjà pas forcément dans le milieu des startups, des choses comme ça, est-ce que tu pouvais expliquer c'est quoi une levée de fonds et vous, pourquoi il y a une levée de fonds, à quoi ça peut être utile, et surtout qu'est-ce que vous recherchez à travers ça en fait? Qui répond? Bon, un peu tous les deux, mais la levée de fonds, alors pour définir ça, c'est quand, alors j'ai pas la science exacte, hein, mais de ma définition de comment je vois les choses, c'est que c'est une entreprise, souvent une start-up, après toutes les entreprises font des levées de fonds, mais dans le cadre des start-up, c'est quand on a besoin de financement, on fait notre plan de trésorerie, on peut voir que via les subventions qu'on peut avoir, les aides, tout ça, on va arriver avec un trou de trésorerie à un endroit, et du coup, on a besoin d'avoir un renfort de fonds. Pour développer la solution, pour pouvoir atteindre notre marché et derrière compenser, faire passer le chiffre d'affaires et derrière être rentable. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'entreprise va chercher des fonds. Et pour ça, il y a différentes méthodes. Il y a des levées de fonds dilutives et non dilutives. D'accord. Dilutives, c'est-à-dire qu'on va vendre, on va offrir des parts à des personnes extérieures, des investisseurs, des sociétés qui voudraient prendre des parts à un certain prix dans la boîte et avoir un pourcentage du capital et du coup un pouvoir de décision, soit du non dilutif où là c'est subvention, prêt bancaire, prêt d'honneur, etc. qui engage pas de perte de capital ou de cession d'action à une personne. C'est plus un prêt, on sait tous ce que c'est un prêt. Une subvention, il faut, ça peut être souvent régional ou national, où on reçoit une subvention qui peut être dépensée pour certaines dépenses, qui peut être attribuée à certaines dépenses. Mais ces levées de fonds nous permettent en fait, dans notre cas, de renforcer l'équipe, de renforcer aussi des investissements. Si par exemple on est une start-up ou une entreprise qui fait beaucoup qui a besoin d'industrialiser un produit, qui est dans le hardware, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Donc souvent les levées de fonds sont souvent nécessaires pour pouvoir mettre à l'échelle en fait un prototype. Dans le cadre d'une entreprise plus software, comme dans notre cas, on est plus sur des levées de fonds pour financer du personnel et de la ressource humaine en fait, pour renforcer de la personne, de la matière grise, pour le développement de solutions, pour du commercial. Je sais pas si tu veux rajouter des choses là-dessus. Oui, c'est ça. Nous, notre objectif de levée, c'est aussi intensifier nos efforts commerciaux et marketing. Donc, sur la partie, on a déjà développé une belle plateforme qui s'appelle Eldasno, sur la partie neige, où là, vraiment, on veut continuer à commercialiser notre solution. Donc, renforcer cet aspect-là. Et puis, toute la partie aussi technique, où là, on a des nouvelles choses à ajouter à la plateforme, mais aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, se diversifier, aller voir d'autres domaines d'application. Et ça, notre levée nous sert aussi également à ça, pour aller voir d'autres domaines, se diversifier. Okay. Donc, mais c'est surtout principalement sur tout ce qui est ressources humaines, donc recruter des personnes. On a un gros plan de recrutement derrière suite à la levée. Ok, et ça a commencé quand du coup fin d'année 2024. Fin d'année 2024, début décembre plutôt, ouais. Et là, on a déjà assez bien avancé, mais on continue à rechercher des investisseurs et on espère juin que ça soit bouclé. Que ça bouclé courant début d'été, quoi, même fin mai, par là, ce serait l'idéal. Et après la levée de fonds, quand on fait appel au dilutif, il y a plein de choses encore qui existent. Ça peut être des personnes à titre personnel qui ont business angel, qui ont un peu d'argent ou qui veulent aider ce genre d'entreprise et qui peuvent mettre un petit ticket. Il y a des fonds d'investissement où là c'est vraiment des grandes entités avec des investisseurs en fait qui investissent dans un fonds et le fonds lui va répartir l'argent des investisseurs dans différentes startups. Donc là souvent c'est des gros tickets entre 500 000 1 million que le fonds d'investissement va mettre et donc ça va demander à l'entreprise qui cherche des fonds d'avoir une certaine maturité, une certaine traction commerciale. Et après il y a aussi l'investissement, enfin les investisseurs de type privé, les entreprises, les entreprises qui veulent par exemple une entreprise industrielle qui peut investir dans une startup pour pouvoir faire bénéficier de son réseau de distribution, ses usines d'industrialisation par exemple ou autre, quoi. Il y a plein de choses qui existent et ça prend du temps, c'est un processus assez long. Ça prend du temps et nous on est assez jeunes et on a une traction commerciale qui est pas
pas grosse, pas grosse. Donc en fait, nous on a la difficulté que sur les fonds d'investissement, c'est assez complexe. On est plus sur des BA pour notre cas. C'est plus difficile avec les fonds, ils attendent quand même une grosse traction commerciale. BA, business angel. Business angel, pardon. Non, t'inquiète. C'est bien, on a les précisions en direct. C'est bien vu. Mais c'est un monde hyper vaste, en fait. C'est ça qui est... C'est ça. Et nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est faire une partie sur notre levée, on fait une partie en dilutif. Et après, pour faire un effet de levier derrière, donc plutôt fin d'année 2025, sur du non dilutif, donc ça va être du prêt, des subventions, voilà. C'est ça, parce qu'il faut savoir que les banques et les subventions accompagnent souvent les levées de fonds. Par exemple, une banque, pour schématiser, je sais pas s'il y a des banquiers qui vont m'écouter, mais qui me tapent pas sur les doigts, mais qu'en gros, les... en justice. C'est ça, mais que par exemple, si tu fais 1 euro de levée de fonds, la banque sera OK pour te prêter 1 euro, quoi, en gros. Souvent, ça permet de faire effet de levier. Donnant. Ouais, pour aider, pour augmenter, on va dire, la levée, le global final, le montant global. Ouais, ils ont besoin d'avoir des certitudes. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est pareil pour les subventions en France. C'est ça. Subvention, c'est 1 euro, 1 pour 1, c'est 1 euro de fonds propres dans l'entreprise égale 1 euro de subvention. Okay. Pour ça qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites avant de faire une levée de fonds avec la bourse French Tech par exemple, French Tech Émergence, mais qui demande d'avoir un certain montant de fonds propres quand même, parce que c'est French Tech, c'est 30 000 euros, la bourse French Tech. Donc il faut quand même avoir un certain montant pour pouvoir prétendre à ces 30 000. Et voilà, c'est le même principe que les banques, c'est 1 pour 1. Je vous demanderais d'expliquer un peu, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément adapté et tout, familier à ça et tout. Et d'ailleurs, quand j'expliquais que je vais faire un épisode avec Elda Technologies, les gens me disaient c'est quoi, et du coup fallait que je pitch entre guillemets ce que c'est, et les premières fois c'était un peu compliqué, après une fois qu'on va sur le site et tout. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés où quand vous allez dans les stations à expliquer la technologie, comment vous faites pour la rendre vraiment la plus claire possible, justement dans vos pitchs? En fait, on a un petit peu un discours qui s'adapte en fonction de la personne qu'on a en face suivant. Ouais, ok. S'il s'y connaît pas du tout. Je pense que ce qui est un peu plus compliqué, c'est avec la technologie du lidar. On peut expliquer, mais on arrive à le faire simplement. Oui. Ouais, je confirme, c'était compliqué. Si j'avais du mal au début, qu'on la connaît pas du tout, et après une fois qu'on comprend le principe, et en fait, ce qu'on leur explique, c'est que nous, ce qu'on fait, en gros, c'est de la différenciation de couches. Donc, pour avoir l'épaisseur de neige, donc par exemple, on va venir scanner le modèle terrain sans neige, et ensuite, dès qu'il neige, on va rescanner. Et en fait, par comparaison de ces deux modèles, c'est comme ça qu'on a l'épaisseur de neige. En fait, on essaye un peu de leur expliquer comme ça. Après, ils sont assez familiers quand même à la technologie parce qu'on a des solutions concurrentes, alors qu'ils utilisent pas forcément la même techno, mais c'est des systèmes qui sont intégrés dans les dameuses. Et donc, ils connaissent un peu ça déjà, cette histoire de couches, de superposition. Ok, c'est ça, c'est des choses assez connues pour eux. Et même après, le but global derrière, ils l'ont bien en tête. Ils savent que si on vient mesurer les épaisseurs de neige, on peut faire plein de choses. On peut faire améliorer la répartition, améliorer la production, améliorer le damage. Et derrière, pour eux, ils connaissent les enjeux, ils savent très bien que derrière ce sera des économies en énergie, en argent, en temps. Moi je dirais pour les stations ski, on n'a pas forcément de grandes difficultés, ça va être plus pour personnes qui ont rien à voir avec le projet en fait. C'est ça, pour des pitchs ou même pour les investisseurs, on est déjà tombé sur des fonds où ça comprenait pas forcément tout, donc là on essaye d'expliquer simplement et surtout en essayant de montrer les exemples, enfin voilà. C'est ça. On a eu fait un pitch à un moment avec Julie, je crois qu'elle n'était pas là avec un réseau de business angel sur Paris, avec des personnes de certain âge qui en devaient expliquer à la technologie, qui vont bien le prendre. Et ils ne se reconnaîtront pas. Mais bref, et en fait ça a été compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas du tout ce qu'on faisait, même en répétant de 15 manières différentes, ils avaient du mal à comprendre la chose. Donc au bout d'un moment, c'est que c'est pas les bonnes personnes qu'on a en face, et nous on a fait comme on pouvait, on pensait que c'était le plus clair possible comme ça, mais des fois ça peut être compliqué. Et pareil pour la vie, côté vie perso. C'est ce que je me disais quand tu dois vie perso, ça dépend aussi. Je sais que pour moi, j'ai une petite phrase bateau que je dis souvent quand il y a des personnes que je connais pas, que je rencontre pour une soirée, un repas, j'en sais rien, qui me permet de résumer très rapidement ce que je fais et surtout le but, sans forcément dire j'utilise cette techno, je fais ci, je fais ça. Mais niveau perso, des fois c'est aussi, pour moi c'est compliqué des fois de
faire comprendre bien les enjeux Ouais, de ce que ça représente et comment ça fonctionne, quoi. Ok. Et c'est quoi cette petite phrase Je dis, en gros, je dis que je travaille dans le secteur de je travaille dans la gestion, dans l'optimisation de la ressource en eau en montagne. Ok. Oh, bah, c'est C'est assez global et quand ils demandent plus de détails, du coup, je dis, le client, on travaille avec les stations de ski, on les aide à mieux répartir le manteau neigeux, Ok. grâce à des technos drones qu'on utilise pour faire de la modélisation. Et là, je peux aller plus dans le détail. Mais au début, je pose une première question qui va susciter la curiosité, qui va demander plus de détails. Et du coup, j'explique un peu plus. Oui. Soit c'est ok, très bien. Et Parce que t'as pas. mais c'est j'ai pas besoin de faire. C'est que moi, j'ai pas envie de passer pour une personne chiante qui va expliquer tout en détail son truc, alors que la personne, tu la connais pas forcément. Et je préfère que ce soit un peu plus court et que si la personne veut en savoir plus, elle me pose la question. C'est comme en pitch, je pense à peu près tout le monde connaît un drone, mais le lidar pas forcément. Ouais. Et du coup, souvent sur des pitchs de 3 minutes, même 5 minutes, on va pas forcément en parler. Alors que c'est quand même un l'élément techno qu'on utilise pour faire ça. Ouais. Voilà, mais sur des pitchs de 3 minutes, des fois on va pas en parler parce qu'il faut expliquer. Tu veux éveiller plus la curiosité. En fait, on se dit au pire on l'aura sur les questions ou voilà, enfin. Mais c'est vrai que le lidar c'est assez compliqué, donc on essaie de le garder quand on a un peu plus de temps pour expliquer. Ouais. Et du coup là, on arrive un peu près à la fin de la saison, du coup entre guillemets. Est-ce que vous avez un peu des conclusions, parce que forcément c'est un débat de société, quoi, l'état des stations, la neige artificielle, l'état de la neige, parce qu'il y a certaines stations qui forcément celles qui sont peut-être à des hauteurs de 1008, des choses comme ça, pas forcément hyper hautes, qui sont en danger un peu, sachant que l'été, les stations de ski elles ont beaucoup de mal à générer du chiffre. Et est-ce que vous voyez une amélioration peut-être, ou alors alors moi je suis très borné sur ces questions et j'ai mon avis très tranché sur les trucs. Mais c'est parfait. Parce que le ski, ça sera toujours présent. Non, mais c'est un peu ça. C'est que il y a souvent cette question, comme tu dis, c'est un sujet de société qui peut faire débat. Et je peux comprendre complètement, hein. Mais moi j'ai toujours une petite phrase comme ça, toujours aussi une petite phrase où je me dis, mais c'est pas parce que ça va pas qu'il faut rien faire, c'est pas parce que qu'il y a quelque chose qui va de moins en moins qu'on va le laisser à l'abandon. Et comme ça, c'est comme si on disait la voiture ça pollue, ok, on retourne à la calèche. C'est pas, on va trouver des solutions qui permettent d'améliorer la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stations, c'est quand même, alors j'ai pas le chiffre exact, mais un pourcentage énorme du tourisme français en France, du chiffre qui est généré par le tourisme en France. Une bonne partie est générée par le ski. Il y a toute une économie de montagne derrière. Il y a des vallées entières où il y a des qui vivent grâce à ça. Surtout l'hiver, quand même de plus en plus l'été aujourd'hui. Et ça peut pas mourir comme ça. Après, oui, je suis d'accord que c'est un secteur qui est amené à changer et qui a des difficultés par rapport au réchauffement climatique, forcément. Mais en fait, ça, je trouve que c'est un secteur qui, alors là, on le voit à la fin de la saison, on le voit de plus en plus, que c'est, en tout cas les montagnes, c'est le secteur qui est le plus touché par le réchauffement climatique dans le monde. Les Alpes, les Pyrénées, mais partout dans le monde de manière générale. Mais c'est le secteur du coup qui trouve des solutions. Le plus actif. C'est ça, en fait. Et ça, je trouve ça génial de voir que c'est un secteur qui bouge énormément là-dedans et qui cherche tout le temps à trouver des solutions pour perpétuer leurs activités ou les adapter, mais ne pas laisser mourir la chose. Parce que il y a un avenir, il y a toujours des années de neige et de ski. Il y a des études qui ont été faites par Météo France, notamment sur le visuel à 2030-2050, des stations qui vont se maintenir ou pas. Et globalement, on voit que à partir de 1008 d'altitude, ce qui est en dessous, ça sera amené à mourir. Je sais plus à partir de quelle date, mais que ça c'est compliqué. J'ai discuté. Ce qui sera au-dessus de 1008. Ça va perdurer, bien sûr pas indéfiniment, mais ça va durer beaucoup plus longtemps. Et après, ces modèles-là sont toujours à réadapter en permanence avec les dernières du GIEC, mais c'est un domaine qui bouge beaucoup. Et c'est pas parce que c'est quelque chose qui est beaucoup touché par le réchauffement climatique qu'il faut le laisser à l'abandon. Et c'est justement, je pense, un motif pour faire encore plus pour ce domaine-là, quoi. En tout cas, moi, c'est un peu ma vision et ma motivation sur ça. En tout cas. Oui, je pense que tous les trois, on a un peu la même vision de la chose. Après, on travaille du coup beaucoup avec les stations ski, on communique beaucoup avec elles. Et c'est vrai qu'à chaque début d'entretien,
de visio ou autre, ou quand on se rend là-bas, on leur demande comment s'est passée la saison. Et c'est vrai que la fréquentation, elle est toujours là. Après le Covid, il y a eu quand même une grosse augmentation, donc ça va perdurer. Et les gens, quand il y a de la neige, ils vont dans les stations, c'est quand même une grosse passion. Et je pense que ça va perdurer, c'est sûr. C'est dans en fait, après en France, c'est beaucoup dans la culture, Oui. et puis et les Alpes de manière générale en France, c'est le en termes de chiffres, c'est le leader mondial, quoi, de personnes qui viennent dans les Alpes pour faire ça. Donc c'est que ça rapporte forcément. Il y a de l'argent derrière, bien sûr, mais après il y a du travail sur comment est-ce qu'on peut comment dire, éco-responsabilité, les pratiques qu'on va avoir par rapport au ski, sur les moyens d'y aller, sur les moyens de consommer là-bas, sur il y a tout un débat après sur l'été aussi là-bas, comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de lits froids, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est des lits qui sont pas occupés pendant tous les mois hors saison, quoi, en fait, toute la hors saison, et qui sont pour les saisonniers ou pour les stations ou pour les vacanciers, et qui fait que ça peut être c'est des lits, c'est des choses qui ne servent à rien, donc il y a beaucoup de choses à retravailler. Mais après l'été, ça bouge aussi beaucoup, et de plus en plus des stations de ski dans la Haute-Savoie, on fait x10 entre il y a 10 ans et aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. Passer 300 000 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'été, ça montre bien qu'il y a aussi un changement des pratiques, que les stations mettent beaucoup en place d'activités d'été, le rando, le VTT, beaucoup. Et ça, j'ai l'impression, en tout cas en France, que les gens commencent à être de plus en plus sensibles à ça et à aller à la montagne. Bon, c'est un tout, ils vont plus à la montagne qu'à la mer parce qu'il fait trop chaud, et du coup en montagne il fait meilleur. Et du coup la montagne elle profite pour offrir d'autres types d'activités qui permettent de les faire vivre pendant l'été aussi, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en avant aussi avec Elda, c'est-à-dire qu'on essaye aussi d'accompagner les stations de ski à cette transition-là, où par exemple, je dis n'importe quoi, il y a une piste qui a énormément consommé, ça fait plusieurs années qu'ils dépensent pas mal d'argent sur cette piste, mais plutôt que de la laisser, peut-être la transformer en piste de VTT ou autre. Donc on essaye beaucoup de les accompagner dans ce sens-là, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant aussi quand on vend la solution. Ouais, complètement. Mais est-ce que du coup vous pensez, parce que tu parlais des stations à 1008 qui en dessous du coup sont pas amenées à perdurer, est-ce que développer l'été c'est une solution pour eux? Pour eux, ouais, c'est vers ça qu'ils se tournent, et ils hésitent pas du tout à fermer plus tôt la saison parce qu'ils sont en manque de neige, et arrêter de fabriquer de la neige qui servirait à rien. Oui, mais plus fermer et se passer direct en activité d'été, quoi. Okay. Là, il y a une station dans les Pyrénées je sais pas si Guzet ou Otakam, je sais plus, une petite station qui peut-être mi-février ou fin février a fermé et a dit allez, maintenant activité d'été. Ça y est. Et ils ont changé en fait, c'est qu'ils sont en train de changer leur modèle vers modèle 4 saisons. Vous êtes surtout dans les Pyrénées, du coup. Les stations de basse altitude. Oui, non, c'est dans les Alpes. Il y en a aussi il y en a pas mal dans les Pyrénées, une bonne partie. Une bonne partie, il y a quand même. Mais en général, dans les Pyrénées, il y a quand même pas mal de stations au-dessus de 1008. Oui, c'est ce que je discutais avec un directeur d'une grosse station, mais je sais plus c'est laquelle, qui me disait que c'est dans les Alpes, et il me disait qu'il avait de plus en plus, par exemple, d'Espagnols qui avant s'arrêtaient aux Pyrénées, mais que maintenant vont monter jusqu'à. Mais le truc, c'est comme tu disais, c'est que il y a plus de trajets, il y a plus de décentralisation du tourisme. Donc c'est aussi plus dur pour les stations peut-être de limiter un peu les effets de ça, quoi. Mais complètement. Après ça c'est un autre sujet. Ouais, mais c'est les personnes qui vont là où il y a de la neige. Maintenant c'est ça qui est beaucoup mis en avant. Mais si on développe la mentalité sur l'été, peut-être qu'ils pourront plus se dire je vais dans les Pyrénées pour l'été, c'est ça. Par exemple, complètement. Plein de choses à faire l'été. Complètement. Cet été on est parti c'était très bien l'été, j'avoue. Mais cet été on est parti faire une prestation à Val Thorens dans les Alpes pour faire un relevé pour modéliser le terrain sans la neige, pour ensuite faire les mesures. Et du coup, on y est allé l'été et c'était mort. Non, c'était blindé Val Thorens. Val Thorens. La première fois. La deuxième fois, on est allé en octobre, là, c'était mort. Okay. Mais la première fois, moi, je suis allé en octobre. On est allé en août. C'était les hôtels étaient pleins, tous les parkings étaient pleins. Il y avait du monde. Il y avait du monde partout. Et pour nous, c'était compliqué parce que quand on opérait le drone, on doit pas voler au-dessus de personne. Il y avait pas mal de et nous, on devait réadapter. Pas voler au-dessus des gens. Ça, c'est la réglementation européenne qui dit que, en fonction de certaines masses,
Le drone, on peut pas faire certaines. Ah ouais, même lorsque quoi. c'est votre métier, c'est que c'est dans un Ouais, cadre. ouais, c'est Ouais, vraiment c'est- réglementé et il y a vraiment des règles à suivre. Et là, en fait, il y avait tellement de monde, de randonneurs, de rassemblements, Ouais, ça, j'avais il y a des lacs à des endroits. Nous, on devait voler. Il y avait 50 personnes qui étaient en train de bronzer, pique-niquer dans des lacs, quoi. Donc après, très bien, c'est très bien. Hein. Mais ça montre bien aussi que l'été, il y a quand même de l'activité et qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les stations pour promouvoir ces activités-là, quoi. Et tout à l'heure, vous avez vous avez parlé du coup de Julie Ouais. et du fait que vous essayez de vous dispatcher sur les projets et tout. Mais c'est vrai que moi, ça fait du coup plusieurs mois que je suis Elda en soi. Et mais j'avais vraiment la sensation que c'était une équipe, quoi. Mais on vous voit souvent en photo tous les trois. On voit à des événements au moins à 2 ou 3. Et mais ça, c'est naturellement vu que vous parlez beaucoup, etc. Vous échangez beaucoup, vous participez ensemble au rendez-vous. Ou c'est quelque chose qui est vraiment amené à changer du coup et un peu parce que c'était vraiment cool cette sensation d'équipe, Ouais. quoi. Je pense que tous les trois déjà on est très complémentaires. C'est vrai que pour la petite histoire au début on touchait comme on sort de tous les trois d'école d'ingénieurs assez généralistes avec des spécialités pour certains, mais c'est vrai qu'on touchait un peu à tout au tout début. On faisait un peu tous la technique, un peu tous du commercial. Et tout. On n'arrivait pas trop. C'était un peu notre point négatif. Et après, on a réussi avec les appétences de chacun à se donner des rôles. Julie était plus à l'aise sur la partie commerciale. Nicolas était plus à l'aise sur la partie technique, et moi sur la partie un peu plus opérationnelle. Et du coup, on est quand même, dans nos personnalités, on est très complémentaires. Okay. Et c'est vrai qu'on a cette force-là où, à plusieurs, on arrive à avoir une réelle valeur, à peser, en fait. Le fait qu'on soit aussi... ce qui marche beaucoup, c'est qu'on soit aussi deux femmes, Oui. un homme. Donc, sur un projet technique, c'est vrai que d'être deux femmes, ça met quand même... c'est rare, le startup. Et c'est vrai que c'est beaucoup apprécié. C'est une grosse force. Ça, on va pas se le cacher. On se dit aussi que chacun a le droit d'avoir sa voix et la légitimité de parler du projet, parce que c'est un peu notre bébé à tous les trois. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été un peu naturellement que chacun a pu un peu pitcher un peu partout. C'est ça. Et puis peut-être Nicolas va plus apporter sur la partie un peu technique ou sur des événements qui vont être un peu plus par exemple sur l'intelligence artificielle, sur les données ou autre, ça va être plus Nicolas. Et puis nous, d'autres événements. Maintenant, on pitch beaucoup à 2 ou à 3 parce qu'on ressent cette force-là. Quand même des fois des discours qui sont différents, partagés sur ça. Dans le sens où on nous dit des fois c'est trop bien, vous êtes à 3 ou à 2 et il y a une complémentarité. Des fois c'est perdez trop de temps à être à 3 ou à 2, et mettez qu'une personne et les autres vont travailler, quoi. Alors en tant qu'achat, mais en gros c'est ça que le discours. Non mais c'est ça. C'est on comprend pas qui fait quoi parce que du coup on vote souvent à 2 ou à 3. Du coup, on sait pas qui est l'image de la boîte. C'est un peu deux discours qu'on a. On se dit, ouais, en soi, les deux sont, je les comprends, hein. Oui. Et, mais le deuxième où on nous dit plutôt, ouais, qu'il y a une seule personne qui représente la boîte et qui fait tous les pitchs ou la globalité, enfin, la principale, la majeure partie, on va dire. Ça revient, souvent. C'est autant que l'autre, hein, mais on nous le dit. On nous le dit, ouais. C'est vrai qu'on nous parle de ça, nous on l'entend, et des fois ça nous est arrivé il y a pas longtemps que Julie monte à Paris pour pitcher, ou Charlotte parte aussi pour pitcher. Après c'est notre vision de la chose. Après nous ça dépend, enfin on s'adapte à chaque événement en fait. À chaque fois qu'on a besoin d'être présent, on voit si est-ce que c'est pertinent d'être à 2 ou à 3. Et en fonction, on s'adapte, quoi. Oui. Et chacun apporte quelque chose. Oui, si vous vous complétez, quoi, comme tu disais. Et c'est aussi pour se faire connaître aussi tous les trois, parce que je pense qu'on apporte chacun quelque chose. C'est ça, ouais. Parce que contrairement, il y a beaucoup de startups aujourd'hui, t'as un CEO, c'est la figure de proue, et tu vois pas les gens. Le modèle qu'on voit tout le temps, ouais. Et donc, c'est vrai que c'est bien aussi, hein. Mais je pense qu'on arrive à nous identifier maintenant chacun. Donc, on essaie de publier pas mal sur les réseaux et tout ça. Ouais. Ça aussi, on a essayé d'avoir une certaine rigueur sur notre image qu'on peut avoir sur les réseaux pro, quoi, LinkedIn. On a aussi un Insta qui met LinkedIn. Mais après, de mettre en avant l'équipe, c'est... Nous, on pense que c'est une force, en tout cas, et on le met en avant sur les différents événements. Puis en même temps, quand ils vous disent, chacun doit être travaillé et tout, mais pourtant, vous faites plein d'événements, vous faites plein de pitch.
ça vous empêche pas d'être présent sur plein de trucs, quoi. Bien Ah sûr, oui. bien sûr. Je pense que ça a été aussi une force d'aller à tous ces événements, tous ces pitchs. On s'est vraiment engagé dans l'écosystème. Et en fait, c'est que comme ça que tu arrives à avoir des opportunités, à te créer un réseau, à avoir de la visibilité. On a rencontré plein de personnes. Aujourd'hui, on a plusieurs mentors qui nous accompagnent. On a fait des rencontres de fous. Si on n'était pas allé au concours de Kai's, franchement, jamais je pensais qu'on aurait fait ça. On serait pas allé, on serait pas allé au Maroc. On n'aurait pas rencontré ces personnes-là. Donc, je pense que c'est que comme ça, à s'investir au maximum. Qu'on arrive à vraiment se faire un réseau et avoir des opportunités derrière. Moi, j'ai l'impression que ça fait quand même, en faisant les recherches sur vous et votre équipe, j'ai l'impression que ça fait quand même partie de votre identité d'être toujours à 2 ou 3 et je trouve ça, moi, j'ai trouvé ça, de mon point de vue, j'ai trouvé ça vraiment bien de vous voir à chaque fois à 2 ou à 3. Ça montre aussi, on est dans le monde du sport, en quelque partie, il y a des sports individuels, des sports collectifs, mais souvent, dans le sport, on est plutôt amené à être regroupé et ça fait une identité sympa, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est une image de marque. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Et souvent, quand on dit, c'est Elda, c'est l'équipe. Elda, c'est vraiment l'équipe. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très important pour les investisseurs. On dit que l'équipe, il faut qu'elle soit costaud et nous, on essaie de mettre vraiment en avant ça, quoi. C'est ça. Et on a une personne on a gagné un concours à Chamonix il y a quelques temps, là. Il y a une personne qui nous a remis le prix, qui a fait un petit discours et qui a dit une phrase, alors je l'aurais pas exactement en tête, mais qui a dit une phrase un peu pour nous décrire, qui a un peu assimilé ça à l'escalade et à l'alpinisme. Il disait que on était une cordée, quoi. On était vraiment, on sentait que tous les trois on était liés, que s'il y en a un qui planchait, c'était les autres qui prenaient le relais et ainsi de suite, quoi. Et il avait vachement fait cette image-là, cette image à la pratique de l'escalade et l'alpinisme, et c'était hyper pertinent parce que ça nous représentait bien, quoi, je trouve. Et pour la petite histoire, au début du projet, on était 4. Oui. Donc on était 4 associés et on a eu une perte d'un associé. Donc c'est vrai qu'après cette perte-là, ça a été, on s'est encore plus soudés tous les trois. Et on a passé c'était pas un super passage, mais ça nous a permis aussi de nous souder tous les trois et de renforcer le côté équipe. Donc complètement. Je pense que ça joue aussi. Exactement. Ok, super. Est-ce que tu as... Moi, j'ai une question qui me vient, une question en plus. J'ai vu que vous étiez en partenariat avec la station du Grand Bornand. Oui, alors pas forcément partenariat, mais c'est nos clients. Ouais. J'ai vu du coup ça sur votre site. Moi, je suis pas mal tout ce qui est biathlon, etc. Il y a les Jeux Olympiques aussi qui arrivent en 2030. Est-ce que vous avez pour but de vous associer à des compétitions? Du coup, je pense au biathlon parce que c'est la station du Grand Bornand qui accueille une étape du championnat du monde tous les ans, etc. Est-ce que du coup, vous avez déjà des projets en cours ou... Alors en cours, plus on voudrait. On n'a pas eu l'occasion. Grand Bornand est un de nos clients. On n'a pas eu l'occasion de collaborer sur la partie biathlon. Compétition. Mais par contre, c'est notre envie. Les JO, on sera en France en 2030. C'est notre envie on veut être placé sur ces sujets-là. Sachant qu'en plus, on est partenariat on est partenaire de Serre Chevalier qui va accueillir à Briançon et à Montgenèvre, c'est juste à côté. Pas mal d'épreuves pour les JO et du coup, clairement, on veut se positionner là-dessus. On est accompagné de manière très proche de Edgar Gros-Piron aussi, donc il y a des choses qui, j'espère, on pourra se placer. En tout cas, c'est notre volonté. On croise les doigts. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de contact sur des directeurs de compétition ou autre pour l'instant. Il y en a qui nous entendent. mais oui, c'est notre volonté. C'est notre volonté. Ouais. Et il y a on n'a pas eu d'opportunité sur ça encore. C'est ça. Ouais. Il y a d'autres compétitions aussi où on s'est pas placé, mais je sais qu'il y aurait un intérêt et que ce serait pertinent. C'est sur tout ce qui est Freerail World Tour. Oui, c'est des compétitions de ski slow freerail de Red Bull qui sont faits tous les ans. Il y a une tournée européenne, même je trouve c'est mondial, le Freerail World Tour, donc c'est mondial. Et je sais que nous on pourrait les aider sur la sécurisation au risque d'avalanche, ce genre de choses là. On n'a pas encore abordé le sujet, mais je sais qu'il y a des startups et des entreprises qui peuvent être partenaires. Et donc c'est à nous de nous rapprocher, peut-être via les stations ou via un contact privilégié là-bas. Mais c'est notre volonté aussi d'aller sur ces genres d'événements. Est-ce que vous avez l'avantage d'avoir des
l'avantage du drone, c'est que vous pouvez aller partout, alors que je pense que comparé aux dameuses de tout à l'heure, pour les compétitions de freeride, c'est compliqué de. Voilà, c'est ça. Et là, si ça leur permet d'avoir des informations, en tout cas dans le cas du freeride World Tour, d'avoir des informations sur l'état de la neige naturelle, des potentiels cumuls qu'il peut y avoir, du risque qu'il pourrait y avoir du coup lié à ça. Nous, on voit l'intérêt. Faut juste on se projette un peu plus loin avec ces personnes-là, mais c'est complètement dans notre vision. Ok. Écoutez, on va pouvoir passer à la prochaine rubrique qui est la causerie, qui est très rapide, où en fait on va se centraliser vraiment sur une question, c'est le modèle économique. Okay. C'est-à-dire comment, pareil, quand on s'y connaît pas trop, on entend drone, lidar, on se dit que c'est des technologies, voilà, c'est poussé. Et comment on construit justement un modèle économique, c'est-à-dire comment on trouve le prix. Je suppose que c'est en plusieurs étapes. Forcément, on ne dit pas voilà, ça sera le prix de la technologie, combien ça. Donc comment on réfléchit à tout ça, la réflexion autour de ça. Mais déjà, notre modèle économique, nous, on fait à la fois de la prestation et de l'abonnement à notre plateforme. Donc pour les stations qui sont déjà équipées, donc Serre Chevalier, Le Grand Bornand, Baquera par exemple, ces stations-là sont déjà équipées de drones et de capteurs lidar. Ok. Et nous, on vient vendre l'abonnement à notre plateforme, donc c'est un abonnement mensuel. Et ensuite, pour les stations qui sont pas équipées, soit on leur propose, nous on a créé des partenariats avec des fournisseurs de matériel. Donc là, on agit comme apporteur d'affaires. Donc on va proposer du matériel à nos clients via ces fournisseurs-là. Et après, on leur propose la plateforme, ou sinon l'abonnement, ou sinon nous on intervient en prestation. Donc on a 3 télépilotes dans l'équipe. Et ensuite on peut se rendre sur leur domaine skiable et leur faire un scan d'une ou plusieurs pistes à l'instant T et leur fournir un résultat de leur domaine skiable. Okay. Voilà. Donc ça, c'est notre modèle économique. Et puis sur le prix, ça a été très compliqué. Ouais, c'était vraiment pas facile. C'était très dur. Hein. Ouais, on a pas mal été accompagnés au tout début du projet sur ça, où en fait l'objectif c'était franchement c'était au tout début, on n'avait pas développé, on commençait tout juste le développement technique. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on parlait beaucoup aux stations ski. Donc, on a contacté énormément de stations, on a fait des visios avec elles. Et en fait, à la fin de la visio, on leur disait combien vous serez prêts à payer pour la solution. Ouais. Et on a essayé, ou sinon, je crois qu'on proposait un prix ou quelque chose comme ça, et on essayait de voir, de tâter, mais on n'avait rien. Mais ça, franchement, on n'avait rien. Mais c'était que du vent, on n'avait pas développé la solution. Mais comme ça, on voyait si le client était déjà attiré par la solution, et s'il était prêt aussi à acheter, et à quel prix. Bon, ça nous a pas forcément super aidé, mais je pense que c'était quand même une bonne stratégie. Oui. Mais du coup, ça a été très compliqué. Donc, on est allé voir un peu les solutions concurrentes. C'est un peu de veille. C'est difficile parce que les concurrents, quand on faisait de la veille, les concurrents sont sur un modèle complètement différent et extrêmement cher. Donc, ça ne pouvait pas forcément se baser là-dessus. Ouais. Mais ça nous a permis d'avoir une réflexion de comment se différencier d'eux plutôt que de faire comme eux, en fait. Mais c'est ça. Un truc à gagner, quand même. Ça va, c'est ça. Et du coup, on a commencé par faire une offre bêta test. Donc, dès 1 an après la création, on a déjà commercialisé la solution. Ouais. Donc, c'était sur un petit prix vraiment pas cher. Oui, c'était juste histoire. En fait, la solution était pas terminée. Il y a eu des bugs, c'était pas. Ouais, voilà, mais c'était juste pour avoir un apport déjà financier. Et puis ensuite, là, on fait une offre de lancement, mais on sait qu'on n'est pas assez cher. Donc, c'était quand même, c'est encore le début, mais c'est toujours une question, le prix. Donc, on continue à se faire accompagner sur ça. Et c'est ça, c'est dur de savoir si on est trop cher, si on n'est pas assez cher, trop cher, on peut vite le savoir. Si tout le monde nous dit non, on sera trop cher. Mais pas assez cher, c'est difficile de savoir. Forcément. D'avoir le juste milieu. En fait, c'est dur, je pense, nous, ce qui est dur, c'est de se dire on a quand même une solution qui est en béton quand même. Enfin, on a quand même développé quelque chose qui est solide et qui fait économiser aux stations de ski. Donc je pense qu'on peut arriver à faire payer notre solution cher, quoi. Il faut oser le faire. Et ça, on a du mal, je pense, nous trois. On a du mal à se dire il faut faire facturer, même si le client il va être un peu hésitant. Après, il faut y aller. C'est tellement un sujet
épineux entre guillemets. Dès que tu touches à l'argent, En plus, c'est que comme ça que tu vas savoir si ta solution elle sert vraiment. Il y a un réel besoin. C'est ça. Et c'est une grosse difficulté au modèle économique pour nous. Après, la façon dont on voulait le commercialiser, le modèle en question, ça n'a pas été hyper compliqué à définir. Sur la partie abonnement, on savait pas si c'était par rapport aux données, au poids des données, tout ça. On a quand même réfléchi sur plein de choses. C'est vrai qu'au début, on voulait faire on voulait faire un truc à la surface, au nombre de kilomètres de piste de la station, etc. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas viable. Franchement, ça a été super compliqué. Une petite station toute petite peut l'utiliser beaucoup plus qu'une grande, et qu'en fait, ça nous coûtera beaucoup plus en données pour la petite que pour la grande. Donc, c'était pas forcément l'idéal. Mais ouais, c'est une réflexion permanente, le modèle économique, qui évolue souvent. C'est pas fixé en tout cas. Pour finir cette causerie, si vous aviez un conseil justement à peut-être des étudiants qui veulent lancer leur boîte et qui cherchent un pricing, c'est quoi un peu peut-être le truc à faire ou à ne pas faire Mais je pense qu'on a fait d'aller voir les clients et de leur demander combien ils seraient prêts à payer cette solution-là. Je pense c'est une bonne méthodologie et aussi faire de la veille, aller voir voir ce que font les concurrents. C'est le plus important. C'est ça, parce que souvent quand tu crées une entreprise, on te demande de te différencier. Tu peux te différencier par rapport à il y a plein de manières d'innover. Tu peux innover et te différencier via de la technologie, via comment tu réponds aux besoins, mais tu peux aussi être innovant dans ton modèle économique. Et ça, c'est pour ça que faire de la veille, c'est important pour identifier des potentiels océans bleus, ça c'est encore un autre sujet, mais des potentielles différenciations par rapport à la concurrence, quoi. Ouais. Donc, aller demander, aller voir les concurrents et faut aller aux clients, parler faut pas avoir peur de parler du projet, se faire passer pour le client mystère près d'un concurrent et appeler les concurrents de la vraie veille, quoi, de la bonne vieille. C'est ça, exactement. Et après, en fonction aussi du retour d'investissement qu'on peut faire. Oui, ça peut aider aussi. Par exemple, nous, aux stations de ski, combien on peut leur faire gagner, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir aussi. Complètement. Mais en faire payer. C'est ça. Mais c'est un gros sujet. Ah oui. C'est pas simple. Après, c'est vachement aussi, en B2B et B2C, c'est quand même différent. Il y a B2C, on n'est pas expert du tout, donc je saurais pas dire, à part aller voir la concurrence. Mais c'est quand même deux façons de faire qui sont assez différentes. Et oser aller parler à tout le monde et parler de soi et de ce qu'on veut faire et combien est-ce que les gens seraient prêts à payer. Ok. Bon top, merci. Bon, on a fini cette deuxième mi-temps, cette causerie, on va pouvoir passer à la suite.